Bonjour à toutes et tous. On va pouvoir commencer avec un petit peu de retard, mais on démarre. Bienvenue donc à la conférence Comment relocaliser l'industrie de la bifurcation énergétique. Je m'appelle Asmar Maoui-Claquin, je travaille à la Fédération allemande de l'énergie et de l'eau et j'ai le plaisir aujourd'hui donc d'introduire nos intervenantes et intervenants. Thibaut Bouguet-Dada, docteur en sciences politiques et spécialiste des transitions territoriales et industrielles. Jean-Baptiste Grenier, chargé de la planification écologique à la ville de Trappes et membre du département de planification écologique de l'Institut La Boétie, et Marina Mesure, donc spécialiste aussi des questions sur le marché de l'énergie, eurodéputée insoumise, et voilà, avec le lien aussi avec le syndicalisme aussi au niveau mondial. Donc merci à vous d'être là. On va débuter avec un premier temps, tout d'abord pour comprendre les enjeux et identifier les besoins d'une réindustrialisation de la bifurcation énergétique, en parlant des conséquences que peut avoir le libre-échange sur la chaîne de valeur au niveau des composantes des différentes sources d'énergie, et repenser également le lien entre politique industrielle et politique commerciale. Je vais laisser Marina débuter pour nous donner un peu une vue d'ensemble sur la situation actuelle au niveau de la désindustrialisation du secteur énergétique. Marina. Bien, bonjour à toutes et tous. Je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui, de voir aussi que ce sujet est au cœur de nos amphis d'été parce qu'il est particulièrement important. Je pense que vous l'avez tous vu dans la presse. Ça va, vous entendez bien au niveau du micro ? Ok. Vous l'avez vu dans la presse, nous sommes dans un contexte géopolitique instable et face aux crises globales, avoir notre propre industrie est un impératif économique, stratégique, mais aussi écologique, tant la part de l'industrie est importante dans les émissions de gaz à effet de serre. Alors moi, ce que je voulais vous donner dans un premier temps, c'est une petite analyse de ce qui se passe au niveau européen en termes de désindustrialisation et de ses causes. D'abord, effectivement, vous dire que nous sommes au bord du précipice sur la question industrielle. Cela fait des décennies que nous sommes dans désindustrialisation en France et en Europe, mais au cours des dernières années, ça s'est accéléré. Concrètement, sur les 4 dernières années, nous avons perdu au niveau européen 1 million d'emplois industriels sur les 4 dernières années. Désormais, au niveau français, seuls 38% de nos biens manufacturés consommés en France viennent de France. Donc si nous avons pu voir une désindustrialisation depuis de plusieurs décennies, là il y a une accélération massive. Et elle s'accélère à un moment où nous avons justement besoin d'être indépendants et autonomes au niveau stratégique. Quelles sont les filières ? Eh bien, vous avez pu le voir, il y a 30 ans, nous perdions l'industrie navale. Là, depuis 2023, nous avons commencé à perdre l'industrie des photovoltaïques, puisque là, nous parlons aujourd'hui de la bifurcation énergétique. Nous perdons depuis 2024 l'industrie automobile. Nous perdons depuis 2025 l'industrie de la sidérurgie. Et en fait, vous savez, ça fonctionne en cercle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand vous perdez l'industrie automobile, eh bien, vous avez la sidérurgie. ArcelorMittal, Dunkerque, 70% de la sidérurgie dépendait de l'automobile. C'était pour les besoins d'acier dans l'automobile, donc vous perdez la sidérurgie. Et quand vous perdez l'automobile, vous perdez l'industrie verrière aussi, les vitres. Donc l'industrie verrière, c'est 500 000 emplois menacés. L'industrie de la sidérurgie, c'est 2 millions d'emplois menacés en Europe. Et l'industrie automobile, c'est 13 millions d'emplois menacés en Europe. Voilà où nous en sommes au niveau industriel. Voilà ce que sont les conséquences de choix politiques, c'est-à-dire celui du libre-échange, mais aussi celui de la dérégulation. Du libre-échange d'abord parce que, comme vous le voyez, face à cette désindustrialisation, nous continuons à signer à tour de bras des accords de libre-échange. Nous continuons à n'avoir aucune mesure de protection de nos industries stratégiques. C'est ainsi que l'exemple des panneaux solaires, je vous le donne parce qu'il est assez symptomatique, c'est 2023. On n'a plus que 2 producteurs de panneaux solaires en France, made in France. Nous avons les Chinois qui arrivent sur le marché avec des panneaux solaires vendus à perte, donc en dessous des coûts de production. Comment ? Eh bien par les subventions. Nous demandons au niveau européen, il faut agir vite.
il reste que très peu de producteurs de panneaux solaires, nous deux en France, il restait un grand en Allemagne notamment, qui a annoncé aussi la faillite, et d'ailleurs je pense que tu le connais. Eh bien la Commission européenne a dit, vous savez, il faut se faire à l'idée qu'on ne produira plus de panneaux solaires en Europe. Que s'est-il passé? L'industrie européenne des panneaux solaires nous disait il faut agir vite pour la bifurcation écologique. Nous avons besoin de produire ces panneaux solaires en Europe. Nous ne l'avons pas fait, nous ne l'avons pas protégé. Quelques mois plus tard, les derniers producteurs français de panneaux solaires fermaient leurs portes. Nous avions rencontré notamment avec le député Mathias Tavel, Sistovi, c'était un des derniers producteurs à Nantes, 15 ans d'existence. Du jour au lendemain, il a dit comment vous voulez que je concurrence des panneaux solaires qui sont vendus à perte sur le marché européen? Impossible. Ça, c'est un exemple concret de ce qui se passe au niveau européen, de l'inaction européenne pour dire, eh bien, nous sommes dans un système de concurrence internationale dans lequel nous ne voulons pas protéger nos industries stratégiques. Et c'est absolument dramatique. Vous le voyez, là, je vous prenais le cas des panneaux solaires, on peut parler de l'automobile. Vous l'avez vu avec les voitures électriques chinoises qui sont arrivées sur le marché, où certains pays ont décidé de mettre des taxes sur l'entrée des voitures électriques. Je pense notamment aux États-Unis de Biden à l'époque. Je pense au Canada qui ont imposé 100% de taxes sur ces véhicules en disant on veut garder une industrie automobile sur notre territoire. L'Europe, qu'est-ce qu'elle a fait? Rien. Et donc derrière, 13 millions d'emplois menacés dans le secteur automobile, qui est un secteur extrêmement stratégique là aussi. Pas parce qu'il faut plus d'automobiles, mais parce que c'est un secteur de la mobilité. Et donc il pose les questions essentielles pour notre société. Et bien là encore, l'Europe n'a rien fait et nous voyons les conséquences dramatiques. Et le deuxième point, pour être rapide, puisque mes collègues autour de la table vont rajouter des points, c'est la question de la dérégulation. Donc là, je vous ai parlé du libre-échange. Le deuxième point, c'est la dérégulation. Et la dérégulation, c'est quoi? Eh bien, c'est notamment le secteur de l'énergie. Pourquoi je vous parle du secteur de l'énergie? Parce que lorsqu'on parle de la désindustrialisation, on va vous dire, mais vous savez, c'est le coût de la main-d'œuvre, le coût entre guillemets, de la main-d'œuvre qui est trop important au niveau européen. Et personne ne vous parle du coût de l'énergie. Sauf que le coût de l'énergie, dans les coûts de production, est extrêmement important. Et d'autant plus depuis la crise énergétique. Le coût de l'énergie pour la production d'acier, c'est 18%. Le coût de l'énergie pour la production d'aluminium, c'est 40%. Au moment de la crise énergétique, ce coût énergétique, dans le coût de production, c'était 80%. Donc 80% de votre coût de production dépend directement du prix de l'énergie. Et là, eh bien, vous avez l'Europe, à nouveau, le fameux marché européen de l'électricité, la fameuse dérégulation du secteur de l'énergie, qui fait que vous avez libéralisé, et donc on ne maîtrise plus rien. Depuis la libéralisation, 2007, 137% d'augmentation du prix de l'électricité en France. 137%. Vous avez aujourd'hui un coût de l'énergie qui est 3 fois plus important en Europe que chez nos principaux concurrents. Que je parle de la Chine, je parle des États-Unis. Donc là encore, qu'a fait l'Europe? Eh bien, en dérégulant, elle a fait exploser les coûts de l'énergie qui sont une composante extrêmement importante pour toute notre industrie. Et c'est là aussi où c'est extrêmement grave, puisque nous avons en plus un coût de l'énergie, c'est pas que ça nous coûte plus cher de produire de l'électricité au niveau européen, c'est seulement que nous indexions le prix de l'électricité sur la centrale, la dernière centrale appelée, donc c'est-à-dire le gaz, et donc vous avez un coût de l'électricité qui ne correspond plus au coût de production. Donc vous êtes capable de continuer à produire de l'électricité avec du photovoltaïque, avec de l'éolienne à 70 € le mégawattheure. Et vous pouvez la vendre sur le marché à 1100 € le mégawattheure parce que vous indexez le prix de l'électricité sur le prix du gaz. Et ça, c'est ce que l'Europe a créé avec le marché européen de l'électricité. Voilà concrètement 2 composantes qui ont entraîné les catastrophes que nous connaissons en termes de désindustrialisation. Et c'est pour ça qu'il y a urgence de stopper l'hémorragie. C'est pour ça qu'il faut absolument que nous sécurisons de manière urgente nos industries stratégiques, celles qui nous rendent autonomes, celles qui correspondent aux besoins de l'intérêt général. C'est pas produire pour produire, c'est produire pour l'intérêt général, c'est produire dans le cadre de la bifurcation écologique. Et c'est ce que l'Europe ne réagit pas, ne fait pas, et c'est ce sur lequel, en tout cas, nous allons élaborer dans une deuxième partie, vous donner comment nous pourrions relocaliser l'industrie en France et en Europe
pour répondre à ces besoins-là. Merci. Tu évoquais les subventions. Alors, il y en a eu des subventions aux entreprises, mais d'une part, sans planification, que ce soit temporelle ou au niveau des filières. C'est-à-dire qu'on parle d'une planification, voilà, une vision de planification de gauche radicale, c'est avoir aussi toute la chaîne de valeur des différentes sources d'énergie qui soient faites en Europe ou en France, idéalement, pas seulement l'assemblage. Et quand on parle de subventions aux entreprises, il n'y a aussi aucune promesse, que ce soit au niveau de l'emploi ou la traçabilité des composantes. Et donc, voilà, s'il y a des subventions, il faut forcément que ce soit lié aussi avec une transparence claire et des objectifs au niveau des entreprises sur justement où va l'argent finalement qui est versé aux entreprises, que ce soit assez clair et que ça puisse aussi retomber finalement dans la poche de celui qui paye des frais d'énergie assez élevés. On a vu l'échelon européen avec les différentes informations que tu nous as données. Maintenant, on va plutôt se focaliser sur la France. Thibaut, donc tu viens du nord de la France, donc ArcelorMittal, tu connais. Il y a également le cas d'Aluminium Dunkerque. Est-ce que tu peux nous parler un peu de justement quel est le climat actuellement dans ces entreprises-là qui essayent de faire vivre une industrie française au niveau des énergies et quelles sont les différentes controverses qui peuvent être émises, notamment au niveau technologique, dans ce cadre-là? Oui. Je vous remercie aussi du coup pour cette invitation. Moi, je vais plutôt peut-être donner un point de vue de sociologie, de sciences sociales, parce que du coup, moi, je travaille sur les politiques industrielles et énergétiques en Hauts-de-France depuis 3 ans. J'ai notamment d'abord travaillé sur les politiques de désindustrialisation de l'ancien bassin minier des Hauts-de-France. Et là, depuis 2 ans, je travaille davantage sur les politiques de réindustrialisation et notamment de décarbonation de l'industrie, à la fois au niveau étatique et au niveau du territoire de l'agglomération de Dunkerque. Avant d'abord de parler des controverses, j'aimerais peut-être rebondir un peu aussi sur le propos de Marina Mesure et donner un peu des approches un peu plus concrètes sur ce que recouvre aussi cette désindustrialisation, parce que dans le nord de la France, la désindustrialisation, c'est pas une question qui date d'il y a 10 ans, d'il y a 15 ans ou d'il y a 20 ans, mais c'est une question qui se pose en fait depuis plus de 50 ans et les premiers plans de désindustrialisation du bassin minier, je pense au plan Jeannenin, c'est les années 60. Et en fait, cette question de la réindustrialisation, de la conversion de la main-d'œuvre, elle s'est posée de façon assez forte à l'époque, avec des choix qui, on l'a vu, n'ont pas nécessairement pu porter leurs fruits. Dans un territoire comme celui du bassin minier, qui était très mono-industrie autour de, merci beaucoup monsieur, autour de l'exploitation minière, la question de la reconversion, elle s'est posée avec une acuité particulièrement forte parce que se pose la question de comment on reconvertit un territoire qui a été mono-industriel et comment on vient diversifier ce type d'industrie-là. Les plans qui ont été développés à l'époque, notamment autour de la restructuration, autour de l'automobile ou de nouvelles technologies, n'ont pas nécessairement donné leurs frais pour toute une succession de problématiques. Il y a eu effectivement le choc pétrolier dans les années 70, une difficulté à pérenniser les nouvelles activités et aussi une forte dépendance en fait à des groupes internationaux qui ne permettent pas, excusez-moi une nouvelle fois, ne permettent pas en fait effectivement de sécuriser pleinement l'emploi dans ces territoires-là. En tout cas, une forte dépendance à la mondialisation. Tout ça pour dire que quand on veut penser la question de la reconversion d'un bassin industriel et d'un bassin d'emploi, il y a vraiment la question de se projeter dans le temps long et d'être en capacité de réussir à penser quels sont les besoins du territoire, quels sont les besoins des entreprises et comment on reconvertit en fait la main-d'œuvre. Parce que ça pose aussi des questions de formation. Le cas du bassin minier, il est assez contrasté par rapport au cas dunkerquois, dans la mesure où la désindustrialisation du Dunkerquois, elle se fait plutôt en pente douce.
on a une désindustrialisation qui a été plus brutale dans le bassin minier, dans le territoire du Dunkerquois. Ça s'est fait en plusieurs temps. La fermeture des chantiers navaux dans les années 80, à la fin des années 2010, la fermeture de la raffinerie des Flandres. C'est un territoire qui a souffert, mais qui a maintenu un certain bassin industriel autour de la sidérurgie, de la pétrochimie et autour du port de Dunkerque. Aujourd'hui, c'est un territoire pour qui la réindustrialisation, en tout cas la bifurcation, se pose avec une acuité toute particulière dans la mesure où, par rapport à l'adressage européen des mesures climatiques, le territoire de Dunkerque, de la même manière que celui de Fos-sur-Mer, est identifié comme étant un des pôles industriels les plus émetteurs du territoire. Aujourd'hui, Dunkerque et Fos, à eux deux, c'est quasiment 50% des émissions de gaz à effet de serre d'origine industrielle de France. Il me semble que c'est 21% pour Dunkerque et 25% pour Fos. Les émissions sont majoritairement concentrées autour d'une activité en particulier, à savoir la sidérurgie, et donc à savoir ArcelorMittal. D'une certaine manière, quand la question de la bifurcation énergétique et de la réindustrialisation gravite autour d'une seule activité comme celle-ci, le pôle décisionnaire, en tout cas le centre de décision, se situe autour des décideurs de cette entreprise-là. On a vu du coup ce qui s'est passé ces derniers mois autour des décisions, mais j'aimerais aussi peut-être revenir un peu plus en profondeur en fait sur l'origine de ces politiques-là, parce que la question de la conversion d'un bassin industriel comme celui de Dunkerque ou celui de Fos, elle ne s'est pas posée subitement ces 6, 8 ou 10 derniers mois. C'est une politique publique qui trouve son origine il y a plus de 10 ans, notamment autour d'un certain nombre d'initiatives qui ont été portées par les édiles locaux et qui ensuite a trouvé un certain écho au niveau national parce que l'État français a mis en place un certain nombre d'initiatives d'accompagnement des territoires avec des labels. Vous avez peut-être déjà entendu parler de territoires d'industrie qui ont permis en fait de structurer au moins partiellement des embryons d'initiatives pour pouvoir intégrer cette question-là. Elle s'est posée de façon beaucoup plus forte à partir du début des années 2020 avec le début de la guerre en Ukraine et la crise énergétique qui s'en est suivie. Et effectivement, en fait, cette question de la réindustrialisation, de la bifurcation énergétique, elle pose la question du modèle énergétique qu'on veut pour ces entreprises-là. Et c'est là qu'aujourd'hui, on a un certain nombre de controverses qui apparaissent parce que les politiques de décarbonation, de réindustrialisation, elles sont fortement controversées, y compris au niveau scientifique, parce que ce sont des politiques qui charrient un certain nombre de promesses technologiques. Et ces promesses technologiques-là, elles ne sont pas toujours, on va dire, fortement palpables dans le court ou dans le moyen terme. Si je reprends l'exemple d'ArcelorMittal, ces 5 dernières années, ou en tout cas ces 3 dernières années, on a beaucoup parlé de production d'une acier à partir de l'hydrogène bas carbone. Ça a été un serpent de mer ces dernières années. On a parlé d'une implantation possible d'une usine de production massive d'hydrogène bas carbone. Et quand on évoquait tout à l'heure la question du coût de l'énergie, en fait, on se rend compte que la production d'hydrogène par électrolyse de l'eau, donc en fait la division de la molécule d'H2O pour récupérer le H2, ça coûte 3 à 4 fois plus cher que la production grise ou carbonée qu'on retrouve aujourd'hui. Donc en fait on rebondit en fait sur la faisabilité technologique de ces politiques-là. Une autre filière qui nous est promise comme étant miraculeuse et qui est fortement portée par exemple par les industries de la pétrochimie, c'est la capture et le stockage de carbone géologique. Là aussi, un léviathan, si je peux me permettre l'expression, dont il conviendrait en fait de pouvoir saisir dans quelle mesure ces politiques-là, elles peuvent être, en tout cas, portées à moyen ou long terme.
titre personnel, j'en suis fortement dubitatif, mais on retrouve en fait fortement ces arguments-là. Hein, quand vous allez discuter avec des hauts fonctionnaires de la Direction générale des entreprises à Bercy, quand vous allez discuter avec un certain nombre d'ingénieurs au niveau du port de Dunkerque ou des entreprises, ce sont des politiques publiques qui sont, pour eux en tout cas, fortement concrètes et qui participent en fait à la mise en récit de ces politiques de réindustrialisation et de décarbonation, et donc en fait à créer une forme de mythe où la technologie permettra, en tout cas à court et à moyen terme, de pouvoir reconvertir ces bassins-là. Je pense qu'il faut être extrêmement vigilant à l'égard de ces promesses-là, dans la mesure où en fait elles s'accompagnent d'un récit technologique particulièrement fort, particulièrement puissant, qui, avant tout, convient de protéger des intérêts économiques particuliers et où les gagnants seront toujours les mêmes. Toujours les entreprises dominantes des secteurs les plus émetteurs et qui cherchent à travers ces technologies-là à légitimer, à verdir leur discours et à donner des gages de bonne conduite, de bonne réussite, en tout cas de montrer qu'ils peuvent être les bons élèves de ces politiques-là. Et aujourd'hui, quand je regarde l'humeur autour d'ArcelorMittal Dunkerque, aussi de Versalis, on a assez peu parlé de Versalis, mais il y a eu des manifestations assez intenses en début d'année aussi autour de cette entreprise de pétrochimie qui appartient au groupe pétrolier Eni, qui est un Italien. Et aujourd'hui, en fait, ces entreprises-là, elles sont prises entre le marteau et l'enclume, si je peux me permettre l'expression. Parce que d'un côté, on a les menaces de désindustrialisation qui pèsent sous leur nez si jamais en fait, ces entreprises-là peuvent être amenées à disparaître. Et de l'autre, elles sont amenées à devoir décarboner et à croire, entre guillemets, dans des solutions de décarbonation qui sont aujourd'hui encore relativement éprouvées et qui gravitent encore autour d'un certain mythe technologique qui permettrait en tout cas de pouvoir réussir cette conversion-là. ArcelorMittal avait promis un projet d'1,8 milliard d'euros dont 900 millions seraient directement subventionnés par l'État via l'ADEME. Ce projet-là a été annoncé sur pause au printemps. Un nouveau programme à 1,2 milliard a été annoncé au printemps. Là aussi, je pense qu'il faut vraiment être vigilant sur ce que recouvrent en fait ces promesses-là, dans la mesure où ça ne garantit pas à court et à moyen terme une transition qui pourrait être effective. Pour rebondir sur l'État et peut-être dans une dimension un peu plus programmatique, puisqu'on est aux amphis et je pense que c'est aussi un attendu de la part des personnes qui sont ici présentes, je pense qu'effectivement une planification à long terme avec un État qui puisse proposer une vision à long terme autour de ce que doit être cette bifurcation écologique, cette bifurcation énergétique, ça me paraît absolument essentiel, tout en considérant les éléments technologiques qui accompagneront cette transition comme étant celles et ceux qui permettront effectivement d'accompagner cela et de ne pas juste servir d'arguments qui pourront légitimer en fait la poursuite d'activités extractives ou émettrices à long terme qui continueront en fait in fine à maintenir le système tel quel, d'une certaine manière, qui serait tout changer pour que rien ne change. Merci beaucoup Thibaut. On a vu justement le rôle défaillant là actuellement de la puissance publique en ce qui concerne de redonner justement de l'élan à une industrialisation au niveau de l'énergie qui n'est pas un projet court-termiste, qui a besoin d'une vision de long terme. Sur ce sujet-là, l'Institut La Boétie a fait une note notamment dont le titre est « Gouverner le système énergétique par les besoins ». Jean-Baptiste, tu as contribué donc à cette note-là. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu quels sont les grands points de cette note? Si j'ai bien compris, le fil rouge, c'est penser une économie au service de l'énergie, donc partir de l'énergie pour penser l'industrie. Quelles sont les filières actuellement qui pourraient soutenir, accompagner la bifurcation énergétique dont nous avons besoin?
Bonjour à tous et évidemment merci pour l'invitation. Effectivement, on a le secteur industriel et le secteur énergétique entretiennent une relation un peu dialectique d'interdépendance assez importante, avec à la fois une industrie de l'énergie à construire, des filières pour développer les filières renouvelables, développer les filières du véhicule électrique, etc., etc. Et aussi, l'énergie est indispensable, comme tu le rappelais Marina, pour faire fonctionner un certain nombre de filières industrielles qui ne sont pas forcément les technologies clés de la bifurcation, mais qui ont aussi des besoins énergétiques quotidiens. Donc on a vraiment une relation d'interdépendance très forte entre ces deux secteurs. Et nous, donc, on a réalisé un travail avec l'Institut de la Boétie et un certain nombre de camarades, de fonctionnaires, d'experts, d'ingénieurs, dans une note qu'on a appelée, comme tu disais, gouverner le système énergétique par les besoins, où on a essayé de creuser ces questions, avec un peu deux grilles de lecture. La première grille de lecture, c'est de dire on va s'appuyer sur tous les derniers travaux de référence. Il y a eu un très grand nombre de travaux qui sont sortis récemment de la part de RTE, de l'ADEME, de Negawatt, de toute une série d'opérateurs, de chercheurs qui ont essayé de regarder quelles étaient les causes et les conséquences de différents choix. Et nous, on a essayé de regarder quels seraient les choix que ferait notre famille politique une fois au pouvoir, et les grands équilibres qu'on privilégierait. Avec, comme on le dit dans le titre, une doctrine qui est centrale, c'est la doctrine du gouvernement par les besoins. Pourquoi ? Parce qu'on est dans une situation où, historiquement, alors déjà, de manière générale, le capitalisme produit, puis réfléchit ensuite à comment il va pouvoir écouler ses surproductions. Et c'est une logique qui, malheureusement, a continué à s'appliquer, notamment en matière énergétique. On a produit avec une politique de l'offre énergétique, de l'offre électrique, pour ensuite réfléchir, avant même de réfléchir à pourquoi on avait besoin de cette énergie, de cette électricité. Et donc nous, c'est la mécanique inverse, c'est le travail inverse qu'on a essayé de faire. Quels sont les besoins ? Où est-ce qu'on veut arriver ? Quelle est la société qu'on vise ? Quels grands équilibres on vise ? Et après, on regarde quelles sont les conséquences techniques, industrielles, énergétiques de tout ça. Sachant qu'évidemment, c'est un aller-retour parce qu'on ne peut pas tout faire et on ne peut pas avoir... c'est un équilibre à trouver. Tout d'abord, pour répondre à ta question, Asma, on a essayé de regarder de quelles industries on a besoin pour faire fonctionner notre grande bifurcation énergétique. Et là, évidemment, on te rejoint, Thibaut. On a essayé de regarder quelles étaient aussi, sur la base, évidemment, des derniers travaux, les technologies, les filières dont on allait absolument avoir besoin, qu'il va falloir soutenir, protéger, développer, financer, contrôler aussi, pour partir. Et aussi celles où en fait il y a des vrais paris technologiques qui sont faits et qui sont en fait, par exemple en matière électrique, par exemple, c'est un très bon exemple. On sait que dans le mix électrique d'aujourd'hui, de demain, on a les énergies renouvelables qui vont prendre une part très importante. Déjà dans les 10 prochaines années, quels que soient les choix qu'on fait, on n'aura pas de nouvelles installations nucléaires en production. La réponse viendra des renouvelables. Et on sait qu'en matière de renouvelables, le système renouvelable repose sur le triptyque éolien en mer, éolien terrestre et panneaux solaires principalement. Donc on sait que ces trois filières, elles sont stratégiques, elles sont indispensables et on va devoir atteindre des rythmes d'installation jamais vus. On va devoir multiplier par 3, 4, 5, 6 les rythmes d'installation. Et c'est embêtant dans ce contexte-là d'être dépendant de pays comme par exemple pour la Chine, pour les panneaux solaires, tu l'évoquais Marina, où en fait notre bifurcation énergétique, on n'est plus autonome dessus parce qu'on va être dépendant de pays qui peuvent du jour au lendemain décider de bloquer en fait notre transition énergétique, de la bloquer de manière pure et dure si on n'a pas nous-mêmes les capacités de production, d'autonomie stratégique, les matériaux disponibles au niveau national ou à minima européen, qui est peut-être quand même une échelle sur certaines filières qui est pertinente pour réfléchir. Donc évidemment, on a en matière électrique, on a toutes ces filières renouvelables qui vont être indispensables. On a aussi toutes les filières qui vont être les filières qui vont nous permettre de garantir la flexibilité du système électrique. Comme vous le savez, à chaque instant, on doit avoir la production qui égale la consommation dans notre système électrique. Or, les renouvelables dont la part va être amenée à être augmentée très considérablement ont un caractère intermittent.
Alors elles se compensent pour partie, elles surproduisent, etc. Mais pour assurer cet équilibre offre, demande, production, consommation à chaque instant, il va falloir des technologies de flexibilité. Ça, c'est quelque chose qu'on creuse dans la note, et c'est de regarder un peu quelles sont les technologies clés sur lesquelles on peut s'appuyer. Donc évidemment, alors on a en tête les batteries, les barrages, les stations de pompage, peut-être l'hydrogène, mais de manière très ciblée et ponctuelle. Et nous, ce qui ressort, c'est qu'avant tout, et ça a aussi une conséquence industrielle, c'est que il n'y a pas de technologie miracle, que ce soit en termes de production, en termes de flexibilité. Il faut s'appuyer sur un mix de production, un pool de production avec différentes technologies. Et au niveau d'un pays, faire un nombre très restreint de paris technologiques, c'est un vrai pari, et c'est une erreur. Ça veut dire que par exemple, quand tout l'ensemble des ministres, des administrations parlent uniquement de l'hydrogène comme une solution miracle, en investissant plusieurs milliards dessus, c'est probablement une erreur. L'hydrogène est une partie de la solution de manière ponctuelle pour certains usages, certaines méthodes, mais par contre, il faut s'appuyer sur un mix de choix, de leviers, de technologies. Deuxièmement, c'est aussi sur les typologies d'industrie qu'il va falloir défendre. On a beaucoup actuellement le mythe de la grosse usine qui s'installe, qui crée 1000-1500 emplois, etc. Notamment sur les panneaux solaires, les véhicules électriques. Ça, c'est quelque chose, évidemment, il y a une partie de l'industrie qui pourra être... qui va dépendre de gros sites, qui seront plus ou moins employeurs, etc. C'est évident. Mais aussi, pour rendre l'industrie plus résiliente, il va falloir aussi travailler sur les industries qui travaillent sur l'ensemble de la chaîne. Ça veut dire, c'est comme on le disait, par exemple, sur certaines technologies, il faut aller de l'extraction de la matière première, on parlait par exemple du lithium, en France, il y a le débat autour du lithium, jusqu'au recyclage final. Ça veut dire qu'il faut aussi avoir des petites entités de recyclage, de réparation, etc., avec des usines qui seront en fait plutôt de la manufacture au niveau local pour réparer les panneaux solaires, pour recycler telle ou telle composante des pompes à chaleur qu'on installe et qui vont être dans 15 ans toutes à changer, etc. Donc en fait, il y a une dimension un peu protéiforme de l'industrie. Et il ne faut pas avoir uniquement l'image de la grosse usine qui va créer plein d'emplois dans un bassin d'emplois que Bercy aura choisi en ayant discuté directement avec Monsieur Mittal ou avec Monsieur je sais pas qui pour installer une grosse usine en lui versant plein de subventions. Il faut inventer une industrie avec différentes tailles d'entreprises qui interviennent sur l'ensemble de la chaîne de valeur et qui soit de fait beaucoup plus résiliente. Deuxièmement, la question qu'il faut qu'on se pose, c'est quels sont les besoins énergétiques de l'industrie. Vous l'avez probablement beaucoup entendu. Si on veut réindustrialiser, il faut produire plus d'énergie, plus d'électricité, donc il faut beaucoup de renouvelables, mais aussi beaucoup de nucléaire. Ça, c'était le débat qu'on avait, ce qu'avançait le gouvernement depuis 3-4 ans, c'est que notamment suite aux travaux de RTE, il fallait 200 TWh en plus par an pour faire la réindustrialisation. Mais là encore, on est dans une réindustrialisation où on est toutes choses par ailleurs égales, toutes choses égales par ailleurs. Alors qu'en réalité, là encore, on ne se pose pas les questions dans le bon ordre. La question, en premier, il faut regarder à quoi sert l'énergie dans l'industrie. L'énergie de l'industrie, elle sert par exemple principalement en France, un des plus gros postes de consommation, elle sert à créer des matériaux pour la construction. Créer de l'acier, des ciments, etc. etc. On sait que dans la société vers laquelle on va aller, et que nous on souhaite, et on n'aura pas trop le choix, la part de la construction neuve va diminuer au profit de la rénovation, au profit des matériaux réemployés, au profit des matériaux biosourcés, bois, terre, paille, isolant, chanvre, etc. Dans cette société-là, l'industrie qui utilise massivement de l'énergie pour faire du ciment, du béton, etc., celle-là, elle va diminuer en fait, en partie. Donc en fait, les besoins énergétiques pour cette industrie-là vont diminuer. Pareil sur les véhicules, on n'a pas les mobilités. Évidemment, on va devoir maintenir une industrie automobile conséquente, notamment avec la transition vers le véhicule électrique, qui reste la principale technologie en matière de mobilité pour décarboner, avec une part de la mobilité individuelle qui va rester à minimum à de 50-60%, même dans les scénarios les plus ambitieux de transition, de report modal. Mais on sait aussi que le véhicule de demain, il sera plus léger, qu'il y aura plus de partage, plus
Et donc on est dans une situation où structurellement on va avoir besoin de moins de matériaux pour l'automobile. Ça veut dire qu'en fait les besoins en acier, les besoins en éthylène, par exemple pour les plastiques, etc. vont diminuer. Donc en fait dire juste il nous faut énormément d'énergie, donc il faut produire massivement des capacités de production, c'est aussi une leurre, c'est une erreur. Il faut faire un travail systématique d'identification des besoins, filière par filière, etc. Avec notamment l'idée qu'on va avoir un équilibre entre sobriété, c'est-à-dire des choix structurels de consommation, de report modal, de diminution des constructions neuves, de baisse de l'artificialisation, etc. On va avoir des choix de relocalisation stratégique, de filières spécifiques dont on a besoin pour la stratégie écologique, pour la stratégie de bifurcation énergétique. Et on va aussi avoir des filières industrielles dont on n'aura plus besoin. Ou moins besoin, par exemple sur la question des plastiques. Les plastiques, structurellement, c'est quelque chose dont on va devoir baisser fortement les productions. Donc il y a peut-être des industries du plastique qui vont être amenées à disparaître. Et dans l'absolu, c'est pas grave. C'est comme les centrales charbon, etc. Il y a des choses qui vont changer. Et donc, c'est tout cet équilibre-là qu'il faut trouver avec un équilibre donc, et une relation qui n'est pas évidente entre industrie et énergie, qui essaie vraiment d'être planifié, d'être choisi démocratiquement, etc. Avec un certain nombre de leurres qui sont de surproduire, de se baser sur des technologies qui ne sont pas encore mûres, ou au moins dans les discours, de faire croire qu'il y a des technologies pas encore mûres. Et donc, je vous invite aussi à aller voir donc, le travail qui a été réalisé par Institut La Boétie là-dessus, pour voir un peu concrètement quelles technologies seraient à choisir, etc. Donc on est dans une situation où on a vraiment les conséquences de tout ça, c'est qu'on a nécessité notamment de planifier et d'avoir des choix démocratiques de ces grands équilibres entre industrie, énergie, sobriété, niveau de relocalisation, quelles industries on choisit. Et donc tout ça, ça nous mène à la question que malgré tout, on est dans une situation où les principales technologies quand même, de la bifurcation sont quand même bien identifiées. Et on est à la phase où maintenant il faut opérationnaliser, il faut mettre en place des politiques publiques précises pour protéger ces filières, les filières renouvelables, les filières de la flexibilité, du véhicule électrique, etc. etc. Merci beaucoup Jean-Baptiste. Donc on a eu une vue d'ensemble à la fois au niveau européen, les leviers au niveau national aussi, et l'analyse des besoins, donc partir justement des besoins en termes d'énergie pour ensuite pouvoir avoir une vraie politique d'industrie qui soit à la fois respectueuse de l'environnement et également sur le long terme permettre justement une sobriété également au niveau de l'industrie. On va passer au temps numéro 2. Alors, oui, j'ai juste mon sac qui est en train de prendre l'eau, voilà. Ça, la sobriété, c'est... Voilà. Ouais, mais là, il y a... Non, mais... Merci. Donc on va passer au temps 2 qui se focalisera sur les pistes pour la réindustrialisation. Après avoir parlé après avoir fait un état des lieux, on parlera de l'emploi, mais également de la construction d'une filière en prenant l'exemple de la géothermie. Et enfin, nous terminerons en parlant des ressources avec le sujet des extractions des matières premières. Et enfin, vous aurez le temps de poser des questions. Donc à partir de 11h, 11h10, voilà, vous pourrez poser des questions aux intervenantes et intervenants. Thibaut, je vais commencer par toi pour le temps numéro 2. Alors, on parle souvent de la création d'emplois qui est amenée avec la bifurcation écologique, énergétique, ce qui est en partie vrai, mais qui constitue quand même un mythe de tous les emplois qui ont été détruits par la bifurcation énergétique nécessaire seraient exactement les mêmes que ceux dont on a besoin pour l'énergie de demain, ce qui n'est pas exactement correct. C'est-à-dire qu'il y a des emplois qui vont être créés, mais pas au même niveau de qualification. Si on a des nouveaux emplois, il faut qu'il y ait un temps de formation nécessaire qui peut être des fois un peu plus long que ce qu'on peut entendre. Et voilà comment en fait on peut intégrer le travail comme une composante principale de la réussite d'un plan de réindustrialisation en France. Merci Asma. C'est vrai que quand on parle de politique industrielle, de politique énergétique, la question de l'emploi, elle est jamais loin, mais elle peut parfois être désaxée ou en tout cas pas toujours traitée comme telle à sa juste valeur ou
de manière plus systémique. Si je reprends un peu la perspective historique que j'évoquais au début de mon propos précédent sur le bassin minier des Hauts-de-France, on a bien vu que la désindustrialisation progressive autour du secteur minier n'a pas été compensée par la conversion du territoire et sont issus de TPE et de PME et d'industries liées à la logistique. On a bien eu des endroits où il y a eu peut-être davantage de réussites, ou en tout cas une conversion qui a permis de générer un certain nombre d'emplois de nouveaux secteurs. Je pense par exemple à tout ce qui est lié au patrimoine et à la culture, ou encore à la logistique, par exemple autour de la plateforme de Dourges. Mais de façon plus large, ça n'a pas permis en fait durablement de pouvoir réabsorber le flux de main-d'œuvre sur le temps long, et ça reste un territoire qui est durablement marqué par des taux de chômage qui sont supérieurs à ceux de l'échelle nationale. Aujourd'hui, je pense que quand on veut penser la question de la planification industrielle et énergétique, il faut aussi la penser en termes de planification de la question de l'emploi. Aujourd'hui, la politique énergétique et la politique industrielle qui est développée en France et au niveau de l'Europe, ce n'est pas une politique de planification, c'est une politique de l'offre. Et cette politique de l'offre, elle part du principe que, en accordant des aides publiques, les entreprises vont venir s'installer et vont venir générer de l'emploi. C'est faire confiance aux industriels que derrière, ça va nécessairement s'accompagner d'une croissance de l'emploi. Il y a eu des réflexions qui ont été portées au niveau local. Je pense encore à Dunkerque, il y a une dizaine d'années, où il y avait eu une initiative qui s'appelait les EGEL emplois généraux. Et j'ai oublié l'acronyme. Mais en tout cas, il y a eu une réflexion locale autour de cette question-là. Mais de façon plus large, elle n'est pas posée au niveau national. Aujourd'hui, avec la montée de l'intelligence artificielle et avec les modèles de gigafactory, de data center ou d'autres entreprises profondément axées vers les technologies de pointe, le risque, c'est de voir en fait des usines avec relativement peu d'employeurs. De personnes, d'ouvriers, de personnes qui seraient employées. En fait, des usines qui seraient avant tout des usines de cadres avec des emplois qui seraient fortement qualifiés. Donc il y a vraiment en fait un enjeu à penser en fait la création d'emplois au moment où on projette la création d'une filière énergétique. Je pense ici par exemple à des secteurs comme la rénovation énergétique des bâtiments, les filières de réemploi et de recyclage, de réparation, d'agro-industrie de proximité, ou encore qui peut relever de l'artisanat. Je pense aussi aux industries intermédiaires qui seraient elles aussi moins automatisables, avec des matériaux biosourcés, vous l'avez évoqué précédemment, ou encore autour de la biomasse. Donc, on parlait tout à l'heure en fait de penser les besoins énergétiques pour penser les questions industrielles, mais il y a vraiment cette question aussi de poser plus largement en fait la question de l'emploi. Parce que sinon, le risque en fait, c'est de voir une réindustrialisation qui s'accompagnerait pas en fait de ces promesses d'emploi, et donc de s'avancer vers de nouvelles désillusions à moyen ou à court terme. Si je reprends l'exemple de Dunkerque, les politiques en cours, elles font la promesse de 20 000 emplois directs et de 10 000 emplois indirects. On nous promet un nombre d'emplois, on promet au territoire de Dunkerque un nombre d'emplois particulièrement important autour notamment des chantiers que vont accompagner ces transformations sur la zone industrielle-portuaire, mais il faut aussi avoir en tête que c'est des emplois qui sont périssables dans le temps, dans la mesure où en fait les chantiers, une fois qu'ils sont réalisés, s'accompagnent pas non plus de pérennisation en ce sens-là. Je pense qu'il y a un véritable enjeu aujourd'hui à exiger
de façon contractuelle que les subventions publiques accordées, ou en tout cas les politiques d'accompagnement à l'industrialisation et à la bifurcation énergétique s'accompagnent effectivement donc en fait d'une plus-value en termes d'emploi, en termes de cadre de vie, et que ça ne s'accompagne pas d'un certain chantage social comme on peut déjà le constater autour de ce qui se passe à ArcelorMittal par exemple. Les EGEL, c'était les états généraux de l'emploi local. Alors on a beaucoup parlé, là on s'est pas mal focalisé sur les énergies donc photovoltaïques, éolien en mer, éolien sur terre, mais on a aussi un autre type d'énergie qui est la géothermie. Jean-Baptiste, tu vas pouvoir nous dire un peu plus sur justement un cas spécifique ici d'articulation entre industrie et énergie, avec la spécificité de la géothermie qui est donc l'articulation également entre la dimension locale et la dimension nationale. Effectivement, je voulais revenir un peu sur l'exemple de la filière de la géothermie profonde pour, à partir d'un exemple concret, voir quelle mesure politique, quelle logique d'action, nous, en tant que force politique au pouvoir, on pourrait porter. La géothermie, le principe, c'est simple. Vous avez de l'eau chaude quelque part dans le sous-sol, entre 25 et 2 km de profondeur, qui peut permettre d'alimenter en eau chaude pour du chauffage, pour de l'eau chaude sanitaire, des logements, des industries, etc. Ça, c'est le principe de base. C'est un principe qui est utilisé depuis le 15e siècle. C'était à Chaude-Aigle, je crois, dans le Cantal, la première fois que ça a été utilisé, pour créer un réseau de chaleur. Et à partir, regardez un peu comment s'organise cette filière, comment elle est planifiée, organisée. Et d'ailleurs, c'est intéressant, c'est une filière dans laquelle il y a quand même un certain nombre de choses intéressantes qui sont à reprendre et qui sont intéressantes à développer sur d'autres filières. Tout d'abord, sur la géothermie, l'intérêt, c'est de savoir où est-ce qu'il y a de la ressource. Pour savoir où il y a de la ressource, on a de la chance en France, on a des laboratoires spécialisés, notamment du BRGM, du Bureau des ressources et du sous-sol public, qui fait avec l'ADEME, qui les finance, qui font des recherches, des enquêtes, des études, pour identifier déjà où est le potentiel, où est-ce qu'on peut développer. Ça, c'est la première base de la planification, et c'est souvent là que ça commence, c'est une capacité d'étude, d'expertise, de recherche publique. Et ça, c'est un premier élément très important qu'il faut qu'on ait en tête sur chacune des filières. Deuxième élément, une fois qu'on sait où est la ressource, c'est comment est-ce qu'on la planifie, comment est-ce qu'on l'organise, comment est-ce qu'on la répartit. Là, déjà, le bas baisse un peu. En matière de planification sur la géothermie, c'est quelque chose qui vient du permis minier, en termes de logique, du droit minier. Ça veut dire qu'en fait, dès lors qu'il y a une ressource quelque part, une collectivité, mais aussi une entreprise, dès lors qu'elle en a les capacités techniques et financières, donc en gros que c'est une grosse boîte, elle peut déposer un permis d'exploitation du sous-sol pour explorer et avoir le droit d'explorer le sous-sol. Donc déjà là, on est sur quelque chose qui est contraire ou pas cohérent avec la planification. Ça veut dire que n'importe qui peut venir se servir, quoi, en gros. Alors évidemment, il y a des démarches d'instruction assez lourdes, mais on est quand même sur une logique où il n'y a pas de planification. La logique, ce serait quoi ? La logique, ce serait qu'une fois qu'on a identifié la ressource, on regarde où sont les besoins, où sont par exemple les logements sociaux, où il y a un très gros besoin, il y a une vraie densité énergétique qui permet de les alimenter, où sont les principaux services publics, où sont les principales industries, et d'associer à chaque poche de chaleur des besoins, etc. Ça, c'est une logique actuellement qui n'est pas en cours. Et en Ile-de-France, par exemple, c'est la guerre entre les différentes collectivités, entre les porteurs de projets, avec par exemple des entreprises comme Engie, pour ne pas les citer, qui viennent préempter la ressource, exercer une prédation sur une ressource commune. Donc une deuxième logique d'action, ce serait vraiment une logique de planification. Planification qui part d'une incitation, on va dire, nationale, mais qui doit ensuite baser sur un consensus local, une discussion au niveau des collectivités, des communes, des municipales, des collectivités et des municipalités. Ensuite, sur la géothermie, on a un élément assez intéressant, c'est que notamment sur la géothermie profonde, celle qui creuse à plusieurs centaines de mètres de profondeur, on est sur des outils industriels hyper stratégiques en fait. Pour creuser un trou, vous avez un nombre très très limité de machines, qui se compte sur une poignée de main, de foreuses. C'est des foreuses industrielles qui sont capables de creuser à 5, à 2, 3, 4, 5 km
et celles-ci, elles sont en nombre très limité. Alors on a la chance en France d'avoir, en fait, il n'y a qu'une entreprise en France qui fait ça, c'est l'entreprise Arverne. On a une entreprise qui fait ça. C'est-à-dire que le jour où cette entreprise, son capital, ou elle décide de partir, on est coincé. Ou alors on paye 2, 3, 4 fois plus cher. Donc là, typiquement, on est sur une entreprise qui est absolument stratégique et qui est moins stratégique, sur laquelle il faut que l'État ait un contrôle du capital, tout simplement. Ça veut dire avoir suffisamment de parts pour avoir des minorités de blocage, pour imposer des choix stratégiques, pour contrôler les prix, et aussi pour pouvoir planifier, parce que la machine, les machines, elles sont réservées 1, 2, 3, 4 ans à l'avance pour pouvoir faire son trou. Si je veux creuser un trou en 2028, c'est maintenant qu'il faut que je m'y prenne au niveau de la machine. Et donc ça, c'est typiquement une logique où, en fait, c'est intéressant de planifier. Par ailleurs, les opérateurs privés, ils sont pas assez gros individuellement, même les plus gros comme Engie, ils n'ont pas encore sauté le pas pour acheter eux-mêmes une entreprise, une foreuse. Parce qu'il n'y en a pas assez. Ils n'ont pas la taille critique. Et là, le seul acteur qui a la taille critique pour faire ça, c'est l'État, qui a la taille critique pour acheter la machine et pour l'organiser, s'assurer que l'outil soit disponible, fonctionnel, etc. Ensuite, actuellement, les machines, c'est une entreprise française qui les gère, mais elles sont fabriquées pas en France. Alors, elles sont fabriquées en Allemagne. C'est pas très loin, donc c'est pas grave. Mais le jour où les Allemands fabriquent plus, comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on commande une nouvelle foreuse? Dans une filière, on va devoir aller 4 fois plus vite et creuser 4 fois plus de trous. Là, il faut une intervention publique ou une planification publique, et c'est quelque chose qui s'anticipe. C'est une commande qu'on passe à un acteur industriel 5, 10 ans à l'avance pour avoir en 2035 le bon nombre de machines, le bon nombre de foreuses. Idem, sur la filière géothermie, vous avez besoin aussi de pompes à chaleur. Les pompes à chaleur, c'est des choses dont on va avoir besoin en France. De tuyaux pour faire passer la chaleur partout. Ça, c'est toute une série de maillons de la chaîne industrielle de la filière qui doivent être maîtrisés publiquement et sur lesquels on doit avoir l'État, ou la puissance publique en tout cas, doit avoir un droit de regard pour pouvoir la faire fonctionner. On est aussi sur une filière où il y a des compétences très spécialisées. Quand vous faites un trou pour la géothermie, vous avez des emplois où il n'en existe que 3, 4, 5 personnes en France qui font ce travail. Vous avez par exemple l'emploi le déviateur. Le déviateur, c'est la personne, l'ingénieur, qui va s'assurer que l'angle avec lequel on va creuser soit pile le bon. Et des gars comme ça, il n'y en a que 3 ou 4 en France. C'est des gens qui viennent en général de l'industrie pétrolière, historiquement, parce que c'est des voilà qui vont, avec des gens qui se font très bien payer, etc. Mais ça, typiquement, c'est des compétences où il faut avoir un regard stratégique là-dessus. C'est-à-dire qu'il faut s'assurer que chaque année, enfin tous les 5 ans, on en forme 1 ou 2 personnes qui savent faire ça, qui restent en France, et qu'on puisse avoir la bonne compétence. C'est comme ceux qui faisaient par exemple les cuves pour les centrales nucléaires, les soudeurs, etc., qu'on avait oublié et perdu. Sur l'outil industriel, le parallèle aussi avec les foreuses, le parallèle il peut être fait avec les turbines Arabelle. Les turbines Arabelle, c'était les turbines qui alimentaient les réacteurs nucléaires et que Macron avait vendu, bradé en 2014 à General Electric, qui était américain. Alors que c'était un outil industriel stratégique. Là on est vraiment sur l'exemple type de maillons industriels qui doivent rester dans le giron public ou avec un regard très fort du public, de la Caisse des dépôts, de la BPI, etc. Enfin, dernier élément, sur la géothermie, en fait on est dans une filière où il y a un vrai risque que les forages échouent. C'est un risque que les capitalistes, qui sont les grands entrepreneurs, qui prennent le risque, qui assument le risque, ne prennent pas. C'est trop risqué en fait la géothermie, parce qu'une fois sur 20 ça rate. Et c'est un investissement qui est un risque qu'ils ne sont pas prêts à prendre. Donc en fait depuis le début, il y a quelque chose d'intéressant qui existe depuis longtemps. C'est un fonds géré par la Caisse des dépôts d'assurance, qui repose sur le fait que en fait, on peut s'assurer, on peut, si on cotise tous, s'il y a un projet sur 25 en France qui rate, c'est pas grave, on mutualise le risque. Mais ça, c'est la puissance publique qui l'a mis en place, qui est capable de porter ce risque. Donc là, on est typiquement encore sur un moment où le privé montre ses limites, parce que l'actionnaire, le capitaliste, n'est pas prêt ou n'a pas la taille critique pour prendre ce risque-là. Donc là, dernier élément où il y a vraiment l'intérêt d'avoir une puissance publique qui assume le risque, qui le collectivise en quelque sorte. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'à la fin, dans le système de la géothermie actuel, à la fin, qu'est-ce qui se passe? À la fin, on fait des DSP. Ça veut dire qu'après que le BRGM soit intervenu, après qu'on ait payé l'assurance, après qu'on ait fait les études, formé les gens, etc., qu'est-ce qui se passe à la fin? Il y a une entreprise privée qui se prend une marge de 10%. Des acteurs, on est dans une situation d'oligopole où il y a 4 acteurs qui prennent les DSP. Assez classiquement, ça va être Engie, ça va être Dalkia, donc c'est EDF, ça va être Coriance, ça va être la Caisse des dépôts, etc., qui vont
ensuite gérer des choses qui sont faites des services publics et prendre une marge dessus qui va entre délégation de services publics, excuse-moi. Donc en gros, externalisation, on confie la gestion d'un service public au privé. Donc en fait, on est dans une logique de filière où il y a déjà des choses intéressantes qui existent et où on voit bien l'intérêt d'avoir une planification, un choix démocratique, une maîtrise et une vraie planification pour s'assurer que l'ensemble de la filière marche. Et il y a des choses intéressantes qui marchent bien, le fonds d'assurance, la recherche publique, etc. Les aides de l'ADEME. En fait, les projets ils sont financés à 30% par l'ADEME, je ne l'avais pas dit aussi, mais c'est l'ADEME qui finance 30% des projets de géothermie, même pour les acteurs privés. Mais à la fin, on confie au privé dans la majorité des cas. Donc on est dans le cas vraiment d'une planification d'une filière industrielle où on voit bien l'intérêt d'avoir une vraie stratégie industrielle, une vraie planification, un vrai regard de la puissance publique sur ce qui se passe. Donc voilà, moi c'est un exemple que j'aime bien et qui illustre bien ce qu'on pourrait améliorer et aussi des idées qui marchent. Ça montre aussi qu'une politique publique permet justement une approche par filière, notamment pour planifier, pour produire mieux, pas forcément pour produire plus. Justement, tous ces sujets avec une aide publique qui soit conditionnée à la fois à la création de l'emploi, à une recréation de la chaîne de valeur en Europe et en France, faire face aussi à une politique commerciale particulièrement agressive. On a dans l'actualité Trump qui a une politique aussi de taxation sur les différentes composantes qui peut poser problème pour atteindre nos objectifs au niveau des énergies renouvelables. Empêcher cette concurrence déloyale, avoir une politique énergétique pour mieux maîtriser aussi un retour réel à une réindustrialisation en France et en Europe. Marina, quelle politique industrielle sont souhaitables à la fois à l'échelon européen tout comme à l'échelon national pour réussir cette bifurcation énergétique? Merci Asma. Bon, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites. Je me permets de rebondir sur la dernière intervention sur la géothermie parce que moi aussi c'est un sujet qui me passionne depuis pas mal d'années et j'ai été la première à être rapporteure au niveau du Parlement européen sur le premier rapport sur la géothermie qui est sur la table. Il aura fallu de très très nombreuses années avant de parler de géothermie alors même que 40% de nos besoins énergétiques sont les besoins de chauffage, alors que nous avons sous le sol une chaleur qui est, elle, renouvelable et qui pourrait du coup être utilisée, sachant que 94% du territoire français peut être utilisé pour des besoins en utilisant la géothermie. Alors là, pas forcément profonde, on est aussi sur la géothermie de surface. Et j'ai la dernière centrale profonde, en tout cas que j'ai pu visiter en Alsace. Ils ont réussi à travers la géothermie à aussi extraire du lithium, puisqu'il y a des minerais. Oui, c'est le cas. Il y a des scousses, alors c'est bien de le dire, mais ça nous renvoie à notre qui gère l'énergie, parce que effectivement en Alsace il y a eu des séismes liés à l'exploitation de la géothermie, mais si vous y regardez plus attentivement, le seul endroit, le seul forage où il y a eu justement une déstabilisation des sols, c'était géré par le privé. C'était géré par le privé et quand on a creusé, c'est parce qu'en fait, effectivement, le privé, pour plus de rentabilité, a voulu... en fait, c'est un système donc, où vous avez un fluide qui est balancé dans le sol et en fait, ils ont voulu trop mettre d'un coup pour plus de rentabilité, ça a déstabilisé les sols. Donc ça nous renvoie encore une fois au fait que il faut que ça soit géré par le public et pas par le privé. Donc ça c'était pour la transition, puisque de manière générale nous arrivons forcément à la conclusion que la politique énergétique est une politique absolument essentielle notamment pour nos politiques industrielles, ne doit pas dépendre du privé et n'a pas vocation à être gérée encore moins par le marché. La question que tu posais, Alma, je pense que c'était important quand on a parlé de la question industrielle. On pense notamment au protectionnisme solidaire qui est dans notre programme et beaucoup de questions nous sont posées sur oui mais Donald Trump il fait la même chose, il veut mettre des droits de douane aux frontières des États-Unis, donc c'est un peu ce que vous voulez faire. Non, pas du tout. Et je pense que c'est important juste de revenir sur ce point très brièvement.
Parce qu'effectivement, il y avait d'abord l'Inflation Reduction Act qui a été donc proposée par Biden. Ça a été des milliards pour l'industrie, ce qui était une politique industrielle. Sauf que Donald Trump, quand il est arrivé, il a introduit de manière extrêmement brutale ces droits de douane, mais avec une vocation qui sont celles de renforcer l'impérialisme américain. C'est-à-dire, c'était pour étouffer des nations qu'il a mis ces droits de douane. Et vous le voyez aujourd'hui dans la manière qu'il a de négocier avec les différents partenaires. Nous, ce que nous proposons, c'est un protectionnisme progressif. C'est-à-dire que nous savons que pour les filières là, dont on parle depuis le début de cette conférence, pour qu'elles puissent se recréer, pour que la chaîne d'approvisionnement puisse se recréer sur le territoire, il faut du temps. Donc évidemment qu'il faut un protectionnisme progressif. Il faut aussi un protectionnisme qui s'applique à des secteurs particuliers, c'est-à-dire les secteurs qui sont stratégiques. Et stratégiques, pourquoi ? Eh bien pour nos besoins, notamment dans la bifurcation écologique. Donc c'est comme ça qu'il faut avancer. Lorsque nous mettons des droits de douane, nous, ce n'est pas pour étouffer les nations comme le fait Donald Trump, ce n'est pas pour ces vocations justement qui a toujours été celle du commerce et de la défense mélangée quand il veut envahir le Canada, quand il veut envahir le Groenland. Non, nous, ce que nous disons, c'est que ces droits de douane, c'est aussi pour permettre d'appliquer les meilleures normes environnementales, sanitaires, pour protéger la santé de nos concitoyens. C'est de ça dont on parle. Et c'est de ça dont Donald Trump ne parle pas. Donc ça, c'était juste pour se donner quelques éléments aussi, lorsque nous disons qu'il faut sortir du dogme du libre-échange, comment nous comptons le faire, et évidemment en renforçant des outils de coopération culturelle, écologique, le multilatéralisme et l'aide au développement. C'est de ça dont on parle lorsqu'on parle, nous, de nos politiques commerciales. Ça, c'était un premier point. Le deuxième point, c'était de se dire, comme tu parlais de la géothermie, de parler d'un sujet, je veux dire qui fâche parce que ça questionne beaucoup, c'est la question de l'extraction. L'extraction minière, puisqu'on a des débats actuellement. On sait qu'aujourd'hui, l'Europe dépend à 98% de terres rares chinoises. 98%. Donc c'est-à-dire que ces terres rares sont essentielles à la bifurcation écologique. Encore une fois, comme tu le disais, on doit questionner d'abord nos besoins. Parce qu'effectivement, c'est pas de dire on va extraire du lithium pour extraire du lithium. Pour faire quoi ? Pour faire des panneaux publicitaires dans les rues ? Non. C'est-à-dire quels sont nos besoins ? Qu'est-ce qu'on a besoin pour la bifurcation écologique ? Et donc, quelles sont les quantités de ces terres rares dont on a besoin ? Et comment les extraire dans les meilleures conditions ? Sachant que l'extraction, il y a deux aspects, c'est extrêmement néfaste pour l'environnement et c'est aussi un des secteurs les plus à risque pour les travailleurs. C'est dans les secteurs miniers que vous avez le plus d'accidents du travail mortels. Donc c'est pour ça que nous disons, si on parle d'extraction déjà, il va falloir parler directement d'un pôle public minier. C'est-à-dire qu'à l'époque, vous le savez, en 1946, de 1946 à 1990, on avait ce charbonnage de France parce qu'on considérait que c'était une ressource stratégique, que c'était une ressource dans laquelle il y a des enjeux extrêmement importants pour l'environnement, pour la sécurité des travailleurs et des travailleuses qui sont dans les mines. Donc on avait cette vocation de pôle public. Et bien de la même manière, si nous parlons d'extraction en France, il va falloir parler de pôle public, c'est-à-dire que c'est des ressources stratégiques communes et ils ne peuvent absolument pas être accaparés par des intérêts privés. Donc c'est ça aussi qu'il va falloir se questionner lorsque nous parlons aujourd'hui de la réindustrialisation en France et de nos besoins. Et ça, c'était aussi pour ouvrir un peu la discussion collective. Donc nous avons la sortir du libre-échange, nous avons cette politique industrielle qui est inexistante au niveau européen. Tu disais, c'était la politique de l'offre, il n'y a aucune planification. Un jour on vous dit, et si on va faire de l'hydrogène, Ursula von der Leyen nous disait l'année dernière, faisons tout de l'hydrogène, on va faire une banque de l'hydrogène, super. L'année d'après elle dit, bon finalement pas d'hydrogène, faisons des SMR, allez les petits réacteurs nucléaires. Et alors on lui a dit mais ça existe que sur papier. Oui mais c'est pas grave, on a des milliards là, ça va être maintenant le nucléaire. Très bien, on a besoin de 40% de plus d'électricité d'ici 2035, des centrales nucléaires on n'en aura pas. Les SMR ils existent sur papier, comment on fait ? On va juste vivre dans un système de pénurie alors. Donc vous voyez, il n'y a aucune planification au niveau européen. Il n'y a aucune politique industrielle, il n'y a aucune politique énergétique. Et c'est de ça qu'il va falloir absolument tout changer.
Et c'est ça que nous portons, nous, au Parlement européen. Alors, nous sommes minoritaires dans ce Parlement européen, encore plus désormais, puisque, comme vous le savez, la droite et l'extrême droite ont maintenant forment une majorité absolue au Parlement européen, ce qui rend encore plus difficile les batailles que nous menons. Mais nous continuerons à les mener parce que c'est des batailles absolument essentielles. Il faut que nous planifions pour mieux produire. Il faut produire plus pour produire parce que cette époque est révolue. Il faut que l'objectif de l'appareil productif soit celui de satisfaire les besoins essentiels du plus grand nombre dans les limites planétaires. Voilà notre objectif, voilà ce que nous défendons au Parlement et ce que nous continuerons à défendre.